En 1789, Maximilien de Robespierre écrivait « La plus grande partie des hommes qui habitent nos villes et nos campagnes sont abaissés par l'indigence à ce dernier degré de l'avilissement où l'homme, absorbé tout entier par les soins qu'exige la conservation de son existence, est incapable de réfléchir sur les causes de ses malheurs et de reconnaître les droits que la nature lui a donnés. » Fin de citation. Rassurez-vous, on va penser pour eux. Comment était la vie à la campagne? Voltaire fait dire aux paysans « Est-il quelqu'un qui ignore que nous ne mangeons jamais de viande? Peu d'entre nous ont la consolation d'un bouillon gras dans leur maladie. » Quelle misère! Turgot, le ministre, écrivait « Les communautés de campagne sont composées dans la plus grande partie du royaume de paysans pauvres, ignorants et brutaux, incapables de s'administrer. » Fin de citation. Pour les villes, ça n'était pas mieux. Ce que nous en dit l'encyclopédie. Le gain assuré des corps de métier, entendez la garantie de l'emploi, ou de marchands, les rend indolents et paresseux, pendant qu'ils excluent des gens fort habiles à qui la nécessité donnerait de l'industrie. Fin de citation. Eh bien, il faut comprendre que les ouvriers sont des feignants qu'il faut faire marcher. Des Lumières à la Révolution. Le siècle dit des Lumières est celui qui vit se développer puis triompher le libéralisme économique. En 1714, un médecin venu de Hollande, Bernard de Mandeville, écrit « La fable des abeilles », où il dit « Si en chaque part le vice s'installe, le tout est un paradis véritable. » Vraiment, vive le vice, le plaisir et l'instinct. Ou encore, les vices privés sont des bienfaits publics. Il faut donc des voleurs, l'honnêteté est la mère de la paresse, l'amoralisme le plus éhonté deviendra la norme. Ce sera ça, l'esprit des Lumières. Les Lumières sont un mouvement intellectuel qui gravita autour de la maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadour, jeune beauté propulsée dans la couche royale par une coterie de financiers. Madame de Pompadour, qui était ravissante et avait tous les dons, une éducation très soignée l'avait formée à tout, subjuguait le roi et lui faisait dépenser des fortunes que ses amis financiers avançaient. Restait à rembourser. Ses amis qu'elle recevait à Versailles dans son entresol étaient notamment les encyclopédistes et des physiocrates, coteries qui avaient inventé un moyen sûr de faire le bonheur du peuple, gouverner moins pour gouverner mieux, et faire confiance aux marchands plutôt qu'aux fonctionnaires. L'enjeu était de permettre aux propriétaires fonciers, de plus en plus nombreux au détriment des communautés paysannes qui représentaient à elles seules 90% de la population, de s'enrichir sans limite des revenus de la terre où ils avaient investi. Ils ont persuadé le roi que s'il laissait ses propriétaires s'enrichir, il s'enrichirait lui-même par contre-coup et il pourrait payer ses dettes. Le commerce du blé était très étroitement surveillé par la police qui interdisait qu'on puisse amasser du grain en temps de difficulté pour le revendre plus cher en temps voulu. La police était très tatillonne et l'approvisionnement était son souci majeur. Tous les grains devaient atteindre le marché le plus proche. La population se servait la première, avant les boulangers et les restaurateurs. Les marchands se servaient en dernier, après avoir montré patte blanche. Si des circonstances particulières avaient renchéri les grains, on les taxait par la négociation entre les parties pour que personne ne soit lésé. Les prix taxés étaient obligatoires sous peine de saisie. La police protégeait le peuple contre les marchands, toujours soupçonnés de vouloir gagner plus au détriment du public. Le roi était le garant que le plus pauvre de ses sujets pourrait manger à sa faim. Le mouvement des Lumières pourrait se résumer à la tentative, réussie au bout du compte, de supprimer la police des marchés et de laisser n'importe qui rafler les récoltes et les emmener où bon lui semblait, pour les revendre où il voulait, au prix qu'il arriverait à en obtenir. Les Lumières attaquèrent la police, qui n'avait jamais fait pousser un épi, on décrétèrent que la taxation c'était du vol, et l'obligation d'aller au marché le plus proche, pourquoi se déplacer si le marchand peut le faire? Les bas prix décourageaient la production, les hauts prix enrichiraient tout le monde. Si le peuple s'y opposait, c'était la preuve de sa stupidité. Les Lumières ont fait basculer la société paternaliste d'Ancien Régime dans le monde du capitalisme sauvage, où celui qui a de l'argent a le droit d'en faire ce qu'il veut, sans limite. La première expérience eut lieu en 1763, après la guerre de 7 ans, concomitamment avec l'interdiction des jésuites en France. Le ministre Laverdy autorisa tout un chacun à faire commerce de blé. Il interdit à la police de faire son travail, la population vit partir ses convois de grains et les prit en chasse, la taxation fut interdite et la révolte universelle. L'expérience tourna court et le roi rétablit la police. Il mourut en 1774 sans avoir résolu la dette. Pressé par son entourage acquis aux Lumières, le jeune Louis XVI choisit Jacques Turgot pour régler le problème de la dette. Celui-ci obtint de lui une nouvelle libéralisation du marché des subsistances,
avec la peine de mort contre les émeutiers. Les marchands raflèrent les récoltes chez les producteurs et les consommateurs trouvèrent les marchés vides ou hors de prix. La France se souleva de nouveau. Ce fut la guerre des farines. Pour le peuple, la taxation était la moindre des choses dans une société chrétienne, et Turgot l'interdit. Pour lui, le peuple était un ramassis d'imbéciles. Pourtant, c'est faux. L'administration des villages était absolument admirable. Mais Louis XVI ne gracia pas 2 émeutiers qui furent pendus alors qu'ils n'avaient tué personne. À Versailles, où on préparait le sacre du nouveau roi, quelqu'un cria « Le roi sera sacré le 11 et massacré le 16 ». Il s'agissait du mois de juin. Quelque chose était mort au royaume de France. Quand il eut imposé son système touchant à la terre, Turgot s'attaqua au monde ouvrier. Celui-ci était organisé en métier par les corporations. L'adhésion y était obligatoire avec interdiction d'exercer ailleurs. C'est le roi qui accordait ce privilège aux métiers qui le demandaient et le justifiaient. Chaque corporation fixait ses normes professionnelles, les salaires et les prix. Elle se plaçait sous la protection d'un saint et elle avait sa fête chômée. C'était le monde chrétien. La corporation assurait la formation et l'ascenseur social du ruisseau à la maîtrise. Les orfèvres avaient maison de retraite et lits gratuits. Ils aidaient les vieux, les malades et les indigents. Les corporations prenaient en charge les veuves et les orphelins. Elles fournissaient des prêts sans intérêt et ne poursuivaient pas en cas de non-remboursement justifié. Elles fournissaient l'outil et l'aide à domicile aux nécessiteux. Et elles aidaient également en dehors de leur communauté en cas d'incendie ou de calamité X ou Y. La corporation donnait un statut honorifique à ses membres. Elle faisait sa propre police et épargnait au roi la sienne. Ni un voleur, ni un violeur, ni un pédophile ou simplement un maricogneur ne pouvait travailler dans une corporation. On se tenait bien, les compagnons regardaient. Les corporations protégeaient le travailleur et le consommateur. Elles représentaient leurs membres qui avaient l'oreille du roi. Elles étaient la base de l'ordre social de l'Ancien Régime. Elles furent la cible des Lumières qui commencèrent par en critiquer les abus qu'on aurait pu corriger. Déjà Louis XIV les avait dénoncés. Le coût élevé des chefs-d'œuvre, l'absence de règles dans les apprentissages, les droits d'entrée onéreux pour les buvettes et les festins, ou alors les procédures électorales douteuses qui drainaient brigues et cabales. Mais les corporations étaient riches et Louis XIV avait besoin d'argent pour financer ses guerres. Le roi, dans sa critique, avait été juge et partie. Il les a donc ponctionnées et elles ont dû augmenter leurs droits d'entrée, objet de la critique. Les abus peuvent se corriger, comme on peut soigner le malade ou le tuer. La critique s'abattit sur les corporations du fait d'un certain Vincent de Gournay. Il dit que les corporations étaient nuisibles, qu'elles gênent la circulation, qu'elles étaient trop chères, dissuadaient les gens de prendre des risques. Les forces du marché feraient beaucoup mieux que la police. C'est le client qui déciderait de la qualité. L'apprentissage était une servitude avilissante. Elle faisait faire en 10 ans ce qu'on peut faire en 10 jours. 10 ans en 10 jours. Vincent de Gournay prétendait qu'on pouvait apprendre un métier en 10 jours. Le passage à la maîtrise, dit-il, était fait de frais et de formalités. La France devait entrer dans le monde du profit, l'Europe la regardait. Tout était à jeter dans les corporations. L'encyclopédie n'était pas en reste. Elle publia que les corporations favorisaient les fils de maître, les cabales, l'ivrognerie et le monopole. Ah, ces ouvriers étaient vraiment des bêtes immondes. Le chef-d'œuvre, dit l'encyclopédie, servait surtout à arroser les jurés. C'était parfois vrai, il ne faut pas généraliser pour autant. L'encyclopédie écrit « On ne voit guère quelle peut être l'utilité des chefs-d'œuvre. Si celui qui se présente à la maîtrise sait très bien son métier, il est inutile de l'examiner. S'il ne le sait pas, cela ne doit pas l'empêcher d'être reçu, il ne fera de tort qu'à lui-même. Bientôt il sera connu pour mauvais ouvrier et forcé de cesser un travail où, ne réussissant pas, il est nécessaire qu'il se ruine. » Ah, les beaux arguments des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans le milieu qu'ils décrivent. Les arguments contre les corporations étaient les suivants. On assurait sans source que 10 000 artisans fuyaient chaque année le royaume. On peut toujours dire 10 000, 20 000, 100 000, 1 million, pourquoi pas. Le droit au travail, disait l'encyclopédie, appartient au peuple. Il est inconcevable de le lui faire payer. L'intérêt de tout marchand ou fabricant le porte à être de bonne foi. Où l'intérêt commande, il ne faut point de loi. C'était ça le credo libéral. Il ne fallait plus d'identité collective, le marché ne connaissait que les individus. Ce serait renoncer aux avantages du projet proposé et retomber dans tous les abus des jurandes que de permettre aux agents d'une même profession d'avoir entre eux aucun point de ralliement. C'était ça, la future loi Le Chapelier.
On prétendait que la concurrence suppléerait à tous les règlements. La concurrence fixerait le juste prix, garantirait la bonne foi, assurerait la circulation des biens, etc. Et pour installer la concurrence, il fallait supprimer tous les règlements, c'est-à-dire les privilèges. Et oui, les règlements des corporations étaient accordés par le roi au titre de privilèges. Et contre les fripons et les dupes, eh bien les particuliers feraient leur propre police. Les corporations furent abolies par l'édit de février 1776, enregistré en lit de justice le 12 mars de la même année. Nous regardons, dit l'édit, comme l'un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées aux droits inaliénables de l'humanité. Le droit de travailler, on a compris. Nous voulons, en conséquence, abroger ces institutions arbitraires qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail, qui privent l'État et les arts de toutes les lumières que les étrangers apporteraient, qui retardent le progrès des arts par les difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs. Eh bien, ce sera ça. C'est ça qui préparera la prolétarisation du monde ouvrier. L'avocat général Séguier écrit au roi. Le but qu'on a proposé à votre majesté est d'étendre et de multiplier le commerce en le délivrant des gênes, des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par le régime réglementaire. Ce sont ces gênes, ces entraves et ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l'immensité du commerce de la France. Ou encore, il y a une distance immense entre détruire les abus et détruire les corps où ces abus peuvent exister, bien évidemment. Turgot fit interdire les mémoires en faveur des corporations par une censure intégrale. Quelques heures après le lit de justice, la police investit les corporations avec l'aide du guet. On compta les tables et les chaises, on apposa les scellés. Rideaux, tableaux, objets de porcelaine ou d'étain, registres, procès-verbaux d'assemblée, contrats, réception des maîtres, tout fut saisi. On vola les archives qui contenaient toute la vie de la corporation. On confisqua l'argent liquide, l'argenterie et tout le matériel de valeur servant au rituel de la confrérie. On vendit à encore les meubles et les biens, certains pour des prix dérisoires. C'était un cauchemar. On estima les meubles et on les vendit à l'encan. Ce fut une explosion de joie chez les ouvriers. Vive la liberté! Ils plantèrent là leur maître et allèrent au cabaret arroser ça en montrant leurs fesses aux passants. Le lieutenant général de police, ami de Turgot, fut obligé de préciser que, je cite, « Les compagnons ne peuvent en aucun cas maltraiter le maître, sa femme, sa famille, ni même les autres compagnons. » Merci de le préciser. La police patrouilla pour contenir les troubles, ce qui fit dire au Parlement « Turgot prône la liberté, mais déploie la contrainte. » Bien vu. Turgot n'avait rien préparé pour la suite, et on vit venir des files d'ouvriers venus s'inscrire pour pratiquer leur nouveau commerce. Il avait tout cassé, mais rien reconstruit. Tout ce qui avait été librement réglé par leurs aïeux se trouva désormais entre les mains du lieutenant général de police. Turgot sera finalement renvoyé et le roi rétablira les corporations et l'apprentissage, mais on deviendra maître désormais en payant au roi un droit de confirmation qui sera la patente. Le nouveau corporatisme confisqua le recrutement au bénéfice de l'argent. Quiconque avait de l'argent pouvait adhérer. L'argent allait remplacer le code moral. La révolution était faite. On était en 1776. Le roi avait cru se faire aimer en prenant le parti des compagnons contre leur maître. Or, les nouvelles corporations étaient bien moins indépendantes qu'avant. Le nouveau statut était moins protecteur pour les futures veuves, par exemple. Si le roi veut nous aider, pourquoi nous taxe-t-il ainsi, gémissait-on. On introduisit la publicité, qu'on appelait alors la réclame, jadis considérée comme une concurrence déloyale et une agression confraternelle. La Révolution acheva de détruire ce que le passage de Turgot n'avait fait qu'amorcer. Les cahiers de doléances étaient pleins des demandes de retourner à l'ancienne législation. À Toulouse, toutes les corporations furent mobilisées pour la rédaction de leurs cahiers. Les capitouls, à la dernière minute, rejetèrent leurs doléances. Ils écrivirent un mémoire désespéré, les corporations, écrivirent un mémoire désespéré à l'Assemblée nationale pour s'en plaindre. Le classement fut vertical. Libéral et fier de l'être, le duc d'Orléans, grand maître du Grand Orient, franc-maçon, distribua lui-même des cahiers modèles et envoya ses instructions à ses représentants au bailliage en mars-avril 1789 intitulé « Besoins nationaux les plus pressants ». Et oui, le duc d'Orléans avait pré-rempli les cahiers de doléances. Il doit en être de même, dit-on, d'un régime de liberté sans entrave, de la faculté de travailler et de produire, d'échanger et de consommer. C'était la libre circulation des grains et la fin des corporations. C'était tout l'argumentaire de Turgot.
À Metz, à l'automne 1789, les cordonniers lancèrent une campagne nationale qui affirmait « Le désordre et la misère sont dus à l'anarchie dans le commerce des grains. Le commerce des grains des pauvres est une monstruosité. Le pain appartient au peuple et non au commerce. Le travail appartient aux corporations et non au marché. Ce n'est pas les corporations mais le commerce des grains qu'il faut supprimer. Il faut ressusciter les anciens règlements avec la peine capitale contre qui les violera. » Contre les corporations, ils étaient nombreux. Mirabeau, par exemple. L'État ne peut empêcher quiconque d'exercer le métier qu'il veut. Voilà pour Mirabeau. Sieyès. Le monopole dégrade la qualité du travail et fait monter les prix en étouffant la concurrence. Roland, futur ministre, salue à la Révolution comme la fin nécessaire des corporations qui sont le privilège dégradant de l'esprit de corps. Seule une logique individualiste peut produire des sociétés authentiquement altruistes. Vous avez compris? En étant individualiste, on est altruiste. C'est ça la Révolution. Les corporations, dit-il, sont contraires à la justice naturelle, à l'humanité et aux principes fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen. Les corporations étaient incompatibles avec les nouveaux codes révolutionnaires. Et oui, ce sont eux qui le disent. La dette, et oui, la dette, on allait l'oublier, avait encore empiré. La guerre en Amérique avait été une ruine. Necker, après Turgot, fit encore plonger le déficit. Le royaume serait-il en cessation de paiement? Le roi réunit les notables qui refusèrent mordicus d'être soumis à l'impôt. On redécida la libre circulation des grains. Désormais, les marchands avaient blanc-seing pour alimenter les marchés à leur guise, vendre le grain au prix qu'ils voulaient et les emporter où ils voulaient. La population des campagnes qui achetait son blé réclama à corps et à cri le retour à l'ancienne législation. Celle des villes réclamait à corps et à cri le retour des corporations protectrices des ouvriers. Devant le refus des privilégiés de contribuer à l'impôt, le roi fut obligé de convoquer les États généraux, seule instance habilitée à en décider de nouveau. Ce sont ces assemblées provinciales qui siègent par ordre, noblesse, clergé et tiers États. Les ordres correspondent à des seigneuries nobles, ecclésiastiques ou urbaines, leurs fonctions étaient purement fiscales, les représentants du tiers étaient des bourgeois des villes et non des paysans. Alors que les États généraux s'assemblaient à Versailles en mai 1789, on pouvait compter plus de 300 émeutes dues à la libre circulation des grains en France jusqu'à la prise de la Bastille. Le Poitou, la Bretagne, la Touraine, l'Orléanais, la Normandie, l'Île-de-France, Picardie, Champagne, Alsace, Bourgogne, Nivernais, Auvergne, Languedoc, Provence. Dès le 28 mai 1789, le Parlement de Rouen annonça les pillages de grains, de violentes et sanglantes mêlées où beaucoup d'hommes des deux côtés ont péri. Dans toute la province, à Caen, à Saint-Lô, à Mortain, Granville, Évreux, Bernay, Ponteau-de-Mer, Elbeuf, Louviers et d'autres encore. Le 20 avril, le commandant militaire des provinces du centre écrivait « Je renouvelle à M. Necker un tableau de l'affreuse situation de la Touraine et de l'Orléanais. Chaque lettre que je reçois de ces deux provinces est le détail de 3 ou 4 émeutes à grand-peine contenues par les troupes et la maréchaussée. » À Montlhéry, les femmes éventraient les sacs de blé à coups de ciseaux, le propriétaire ou le marchand était bousculé, renversé, la boutique envahie et la denrée emportée. À Bray-sur-Seine, le 1er mai, 4000 villageois venus de 15 kilomètres à la ronde, armés de pierres, de couteaux, de bâtons, forcèrent les laboureurs et les fermiers qui avaient apporté des grains à les vendre moins cher et menaçaient de recommencer au marché suivant. Les fermiers ne reviendront pas. La halle serait vide. En Languedoc, les 1er et 2 avril, les paysans munis de bâtons et assemblés au son du tambour parcouraient la ville en menaçant de tout mettre à feu et à sang si on ne leur donnait du blé et de l'argent. Ils allèrent chercher du grain chez les particuliers, se le partagèrent à prix réduit, avec promesse de le payer à la récolte prochaine. Les émeutiers forçaient les échevins à mettre le pain à 2 sous la livre et à augmenter de 4 sous la journée de travail. Ce n'était plus le peuple qui obéissait aux autorités, c'étaient les autorités qui obéissaient au peuple. Tous les agents de l'autorité pliaient, terrifiés et incapables de comprendre ce qui se passait. Ils craignaient désormais pour leur vie, sentaient qu'ils allaient être foulés aux pieds ou jetés par les fenêtres, et ils avaient scrupule à verser le sang de gens affamés. À Nantes, l'hôtel de ville fut envahi, les échevins firent baisser le prix du pain. À Sète, ils lâchèrent tout. Le peuple avait saccagé leurs maisons et leurs commandait. Ils firent publier à son de trompe que toutes ses demandes lui seraient accordées. Après avoir taxé le grain, on se mit à le voler aux paysans, puis on vida sa cave. C'était l'anarchie. Les autorités étaient toutes dépassées, la force publique était insuffisante et chancelante. Une fois l'autorité à terre, sortirent les brigands. Repris de justice, braconniers, gens sans foi ni loi, sans feu ni lieu, se joignirent aux familles et se servirent. Puis ils les précédèrent et s'en passèrent pour se servir. Au sud de Chartres, 300 ou 400 bûcherons hachaient tout ce qui leur résistait et se faisaient donner le grain au prix qu'ils voulaient.
Aux environs d'Étampes, 15 bandits entrèrent la nuit dans les fermes et rançonnèrent le fermier en le menaçant d'incendie. On pillait des abbayes, des châteaux, des fermes, des voitures de blé. On partait pour avoir du grain, on finit par des meurtres et des incendies, et la sauvagerie qui se déchaîna ajouta ses violences illimitées à la révolte limitée du besoin. La violence était partout incontrôlable, et ça ne faisait que commencer. C'était la révolution. À Paris, le monde ouvrier était en effervescence et voulait profiter des États généraux pour obtenir du roi qu'on revienne sur les réformes en cours. Les loges maçonniques réussirent à ne pas représenter les ouvriers parisiens aux États généraux. Les corporations étaient à Paris privées du droit de concourir à la formation des cahiers et à l'élection des députés de la Commune de Paris, et ainsi de faire connaître au roi les abus qu'il voulait dénoncer. Elles refusaient le libéralisme, le grand magasin, la pression au bas prix, la réclame, la spéculation, la libre circulation des grains. Elles voulaient la protection ancienne des veuves, la loi qui protège et réprime. Elles avaient un credo anti-libéral. Le monde ouvrier voulait restaurer l'ancien système en supprimant les abus, pas le supprimer. Il rejetait les réformes récentes, on lui coupa la parole. La libéralisation se doubla d'un hiver atroce. Les gardes françaises, soldats recrutés dans le peuple, se pavanaient au Palais Royal, domicile de Philippe d'Orléans, le fameux grand maître de la franc-maçonnerie. On appelait ces partisans des patriotes. Une émeute de gardes françaises libéra un des leurs envoyé en prison. Le roi ne pouvait plus leur faire confiance et il fit appel à ses régiments étrangers. Philippe d'Orléans préparait un coup pour prendre la place du roi. Le 9 juillet, il réunit chez lui 100 députés du tiers, francs-maçons comme lui, dont Sieyès, Mirabeau, Necker, Bailly, Lafayette et bien d'autres. Tous lui jurèrent de lui donner la régence du royaume. On préparait donc un coup d'État. On nomma les ennemis personnels du duc d'Orléans, le prévôt des marchands Flessel, l'intendant Berthier de Sauvigny, Foulon et Durocher, prévôt de la maréchaussée. On prépara la formation d'une garde bourgeoise et on envisagea quelques incendies. En fait, on préparait l'émeute pour le 13 juillet. On distribua à des hommes de main une liste de proscription, on appela le peuple à prendre les armes contre ses ennemis, et on fit entrer dans Paris des brigands retenus aux barrières, et on les arma. Ils attaquèrent des patrouilles du guet et les désarmèrent, on distribua des billets appelant à rejoindre le palais royal, moyennant de l'argent. À Versailles, le roi avait compris que son ministre Necker était du complot. Le samedi 11 au soir, on annonça que le roi le renvoyait. Les conjurés du Palais Royal imprimèrent et diffusèrent partout que le roi allait dissoudre l'Assemblée nationale, arrêter tous ses membres, tirer au canon si le peuple bougeait, et ferait sabrer femmes et enfants dans la ville. Dimanche 12 au matin, des fausses nouvelles arrivèrent disant qu'à Versailles on égorgeait les députés et que Paris allait être mis à feu et à sang. La foule s'amassa au Palais Royal, lieu de toutes les nouvelles. À midi, elle s'ébranla et alla incendier les barrières. On proposa au royal allemand de se joindre, mais il refusa de trahir le roi. Au Palais Royal, Camille Desmoulins haranguait la foule sur une table et cria que Necker, adoré de tous, avait été renvoyé. Adoré de tous, allez, adoré de tous les rentiers, disons. Les régiments royal allemand et autres vont venir nous égorger, aux armes, aux armes, aux armes. On alla enfoncer les boutiques d'armuriers qu'on pilla. Aux Tuileries, le royal allemand se fit tirer dessus par les gardes françaises et les chargea. 2 blessés furent conduits triomphalement au Palais Royal. On était prêt pour le lendemain, le 13 juillet. Lundi 13 à l'hôtel de ville, une réunion d'électeurs proches du duc décida la création d'une milice bourgeoise de 70 000 hommes, dont 12 000 furent recrutés immédiatement. Le brasseur Santerre dirigea celle du faubourg Saint-Antoine. Camille Desmoulins recruta de son côté et distribua la cocarde aux couleurs du duc. Bleu, blanc et rouge, le duc d'Orléans, on a compris. Les valets du duc galopaient à travers Paris pour recruter des hommes de main qui seraient payés. Un homme de main du duc alla dévaster tout l'entrepôt de grains de Saint-Lazare. On décida d'une nouvelle municipalité. Tous étaient au duc, sauf Jacques de Flessel, le prévôt des marchands, qui dit que la garde bourgeoise était illégale, et c'est lui qui avait raison. À la tombée de la nuit, on était prêt, ce serait demain. Mardi 14 juillet, on vint annoncer faussement que 15 000 habitants du faubourg arrivaient pour s'emparer de l'hôtel de ville. Flessel refusa de les croire, et il avait raison. On réitéra le mensonge 3 fois. À la 3e, le comité municipal fit sonner l'alarme, dépaver les rues et former des barricades. Il fit lever des volontaires pour résister à l'ennemi qui dévastait le faubourg. C'était un mensonge, mais le cri de ralliement était « à la Bastille ». La prise de la Bastille mérite à elle seule une conférence entière. Je ne la ferai pas aujourd'hui. Que l'on sache néanmoins que
La Bastille s'est rendue sur la promesse qu'il ne serait fait aucun mal à ses défenseurs. Ça allait être un carnage. Le gouverneur n'avait cessé de tenter de calmer les esprits et de négocier. On le massacra, ainsi que le prévôt des marchands et l'intendant de Paris à l'hôtel de ville. Ils avaient été désignés comme ennemis personnels du duc d'Orléans lors de la réunion du 9. Paris était aux mains des séditieux francs-maçons, le duc d'Orléans et sa clique. Le 17 juillet, on désarma momentanément Le 17 juillet, le roi désarma momentanément l'animosité de ses ennemis en acceptant de venir seul dans Paris. Il dut passer sous une voûte d'acier formée par le croisement des épées des électeurs pour monter le grand escalier de l'hôtel de ville. C'était un rituel franc-maçon auquel il était étranger et qui le terrifiait, mais il passa. Il accepta également d'arborer et de se faire applaudir en arborant une cocarde tricolore aux couleurs de son cousin. À peine la Bastille prise et sa démolition entreprise, le duc d'Orléans envoya hors de Paris des bandes armées pour répandre le désordre et soulever la population contre le roi. On appellera cet épisode la Grande Peur. Un député explique « L'on vous a représenté les provinces disposées à en venir aux armes, le sang prêt à couler. Hier, nous avons reçu un courrier de la province où nous avons appris que tout y est tranquille. » Le club breton, futur club des Jacobins, tout franc-maçon, chercha à provoquer, comme à Paris, la constitution d'une nouvelle force armée. La Grande Peur, mise en branle le 18 juillet, ne gagna les provinces que du 20 juillet au 1er août 1789. Je cite. Dès ce moment, la conspiration prend de nouvelles forces, elle s'étend dans toutes les provinces. On y arbore à l'envi la cocarde tricolore, on y organise la révolte, le pillage et l'incendie. On montre aux crédules paysans des imprimés où ils lisent « Le roi ordonne de brûler tous les châteaux ». Il n'en veut plus d'autre que le sien. Des courriers croisent la France dans tous les sens et y portent la nouvelle absurde que des armées de brigands fauchent les blés verts, pillent, brûlent, saccagent tout. À ce bruit, on sonne le tocsin dans les campagnes, les villes y répondent par le cri de guerre, une garde nationale se forme, et en moins de 4 jours, toute la France se trouva sous les armes. Fin de citation. On annonça ainsi que 4000 brigands entraient à Soissons, 30 000 au Mans et en Anjou, 30 000 encore à Toulouse. Dans l'Artois, on annonça le débarquement d'une armée anglaise. L'intendant général des postes, maçonnique autant qu'on peut l'être, se servait de la poste de cheval pour faire porter par la bouche des postillons la nouvelle de l'arrivée des brigands. Le 24 juillet, dans le Maine, un domestique arrivé par la poste de cheval annonça l'arrivée de 1500 brigands et il invita la population à prendre les armes. À la Flèche, le 25 juillet, le maire reçut d'un postillon la nouvelle que les brigands étaient entrés au Mans et qu'une forte division marchait déjà sur la Flèche. Quelques instants plus tard, des voyageurs venant du Mans témoignèrent que ce n'était pas vrai. Dans le même temps, le duc faisait resserrer des grains et imputait la disette qui en découla aux seigneurs dans leur château. Le 28 juillet, la commune de Paris apprit que les agitateurs avaient porté le trouble à Étampes et alentour. Idem en Normandie. Ils seront ici dans 3 heures, ils pillent tout, ils mettent le feu aux granges, etc., etc. Là, on annonça que les Autrichiens s'approchaient, coup de pied de l'âme du duc en direction de la reine qu'il détestait. Rien n'était vrai, mais les gens s'armaient et la garde nationale se constitua ainsi. Officiellement, la nuit du 4 août 1789 vit la fin des privilèges et ouvrit pour la France et le monde une ère nouvelle de liberté, d'égalité, bla bla bla. Depuis le début de l'été, des hordes de paysans battaient la campagne pour saisir les anciens titres de féodaux et, le cas échéant, mettre le feu au château et remettre en cause le vieil édifice féodal qu'on allait enfin abattre. On a vu ce qu'il en fut. Ce fut un coup monté par les hommes de Philippe d'Orléans et tout, ou presque, fut mensonger. Le 3 août 1789, d'accord avec Philippe à qui ils sont entièrement dévoués, les ducs de La Rochefoucauld et d'Aiguillon réunirent un nombre de députés suffisant pour former une forte majorité dans l'Assemblée au sujet de l'extinction des droits féodaux. La Grande Peur, présentée comme le brûlement des titres dans les châteaux par une paysannerie révoltée, ne justifiait-elle pas une telle mesure généreuse ? Une réunion préparatoire à la séance se tint une nuit durant, avec 100 députés qui préparèrent la destruction de tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations. La séance du 4 août serait présidée par le franc-maçon Isaac-René Guy Le Chapelier. Un député de la Basse-Bretagne, Le Guen de Kerangal, monta à la tribune pour prendre la défense des mutins. Je cite « Le peuple, impatient d'obtenir justice et las de l'oppression, s'empresse de détruire ces titres, monuments de la barbarie de nos pères. » La barbarie ? Qu'on nous apporte ces titres qui humilient l'espèce humaine en exigeant que les hommes soient attelés à une charrette comme des animaux d'un labourage. Des hommes attelés à des charrettes ?
Qu'on nous apporte ces titres qui obligent les hommes à passer des nuits à battre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil de leur voluptueux seigneur. Des paysans attelés comme des bêtes, des pères de famille obligés de passer la nuit à battre les étangs au lieu d'aller dormir, la barbarie seigneuriale était bien donc sans limite. Quelle injustice que ces droits acquis dans des temps d'ignorance et de ténèbres. Heureusement, la Révolution était là. Eh bien, récemment, en Bourgogne, une dame d'un bon niveau de culture et peu suspecte de sympathie communisante m'a affirmé que les seigneurs galopaient au milieu des champs prêts à la moisson pour le plaisir de la chasse, laissant le paysan démuni de sa récolte. Et il n'y aurait rien eu à dire. Mais cette dame n'a rien inventé. Ce qu'elle me raconte, on appelait ça, paraît-il, le droit de ravage et fut dénoncé à la tribune également le 4 août 1789. Ce même 4 août 1789, un avocat bisontin nommé Jean-Louis Lapoule évoqua un abominable droit de prélassement. Écoutez ça. Cet horrible droit, relégué sans doute pendant des siècles dans les poudreux monuments de la barbarie de nos pères, par lequel le seigneur était autorisé, dans certains cantons, à faire éventrer 2 de ses vassaux à son retour de la chasse pour se délasser en mettant les pieds dans les corps sanglants de ces malheureux. Fin de citation. Tout le monde a entendu parler du triste droit de cuissage ou droit que se donne le seigneur de passer avant le marié dans le lit de la mariée, de prendre le pucelage des honnêtes femmes en lieu et place de leur époux devant Dieu. Michelet, le grand historien, permettez-moi de mettre des guillemets, en a même donné les détails. Le seigneur ecclésiastique, dit-il, comme le seigneur laïque, a ce droit immonde. Dans une paroisse des environs de Bourges, le curé étant seigneur réclamait expressément les prémices de la mariée, mais voulait bien en pratique vendre au mari pour argent la virginité de sa femme. On voit d'ici la scène honteuse. Le jeune époux amenant au château son épousée, on imagine les rires des chevaliers, des valets, les espiègleries des pages autour de ces infortunés. Fin de citation. Résumons. Nourri de racines et de pain noir, penché sur la glèbe en gémissant, ignare et abruti, le paysan français laissait son seigneur lui ouvrir le ventre pour se chauffer, violer sa femme le soir de ses noces, ravager ses récoltes, et au lieu de se reposer la nuit, il battait ses étangs pour faire taire les grenouilles. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Des grenouilles dans un étang ou un groupe de paysans grognons tapant comme des sourds à coups de pelle sur l'eau dormante pour embêter les batraciens? Cette invention fut grotesque et on n'en a trace que dans la nuit mémorable du 4 août 1789. Pourquoi le seigneur aurait-il été assez bête pour détruire la récolte dont il allait se nourrir et nourrir sa famille? Et pourquoi la jeune fille aurait-elle réservé sa virginité pour sa nuit de noces si elle était assurée qu'on la violerait pour la lui prendre à cette occasion? Si tel avait été le cas, il n'y aurait pas eu de fille vierge au mariage. Il n'existe nulle trace de cette barbarie autre part que dans les délires des historiens délirants. Quand le député Lapoule raconta son histoire de paysan éventré pour chauffer les pieds du maître, une huée d'indignation souleva les rangs de l'Assemblée, qui le somma de citer ses sources et d'avancer des preuves. Intimidé, Lapoule renonça à sa démonstration et quitta la tribune. En fait, la nuit du 4 août, en abolissant les privilèges, a aboli de fait les corporations dont le fonctionnement relevait d'un privilège royal. Le privilège, c'est la loi privée ou le droit acquis. Le 13 août, le journal d'État et du Citoyen écrivait « L'industrie est libre et l'intelligent ouvrier, capable de gagner pour lui-même et sa famille ce que gagne sur lui un maître avare et quelquefois ignorant, ne sera plus obligé d'être riche pour avoir le droit d'exister. » Camille Desmoulins écrivit « Ira commercer aux Indes qui voudra, aura boutique qui pourra. Le maître tailleur, le maître cordonnier, le maître perruquier plaideront, mais les garçons se réjouiront et il y aura illumination dans les mansardes. » Ce que fut la Révolution en quelques actes. La nuit du 4 août, la déclaration des droits de l'homme qui suivra la nuit du 4 célébrera la liberté qu'a tout un chacun de travailler comme il veut, où il veut, s'il ne nuit pas. Des ouvriers brandirent la déclaration pour aller s'installer où ils voulaient. Ils partirent sans préavis, ne se firent plus enregistrer, désertèrent les boutiques et volèrent la clientèle de leur ancien maître. La loi d'Allard sera l'acte de décès des corporations. Le baron d'Allard, prophysiocrate, siégeait au comité des contributions publiques. Il présenta au comité de l'agriculture et du commerce un projet de loi qui parlait d'autre chose, mais il y inclut une clause supprimant maîtrise et corporations, réforme, dit-il, depuis longtemps désirée par les citoyens. Quels citoyens? Puis il présenta à l'Assemblée le projet de création d'une patente destinée à autoriser tout marchand ou artisan à exercer le métier de son choix. Il cita Turgot et définit la liberté de travailler comme l'un des principaux droits de l'homme, la première propriété et la plus sacrée. Et ça passa,
Les corporations furent abolies le 1er avril 1791. Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, à condition de payer une patente et de s'engager à, je cite, se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Ha ha. La patente calculée sur le loyer avantageait le riche horloger en chambre et lésait le pauvre charron avec son vaste local. Qui ne paierait pas de patente se verrait interdire l'accès aux tribunaux, n'aurait pas le droit de rédiger ses actes devant notaire, de se présenter aux élections des tribunaux de commerce et serait menacé de confiscation de ses marchandises et d'amende se montant à 4 fois le prix de la taxe. Les corporations crièrent dans le désert. La faculté accordée par la loi à toute personne d'exercer toute profession en prenant une patente pourrait avoir l'inconvénient de faire renaître les moyens dangereux de la vidange des fosses d'aisance employés avant l'invention du ventilateur et de la pompe, crièrent-elles en vain. Il y avait danger. Un métier ne s'improvise pas. Simon Linguet, ancien opposant à Turgot en 1776, écrivit « Si l'Assemblée nationale supprime les corporations au nom de la liberté individuelle, du droit de l'homme et des vertus de la déréglementation commerciale, sous quel prétexte philosophique et pratique peut-elle justifier l'établissement d'une patente, un droit 100 fois plus odieux que les maîtrises, 100 fois plus injuste, 100 fois plus ruineux ?» Le dernier acte fut la loi Le Chapelier. La loi d'Allard intervint au moment où la contestation ouvrière enflait partout. Pour la Révolution, disons pour les Lumières, la société était faite d'individus atomisés, libres de faire ce qu'ils voulaient dans des limites floues. Pour de nombreux ouvriers, la loi d'Allard fut un triomphe. C'était l'émancipation des ouvriers, les corporations étant vues comme des machines disciplinaires anti-compagnons. Mais mardi 14 juin 1791, 2 mois après Dallard, Le Chapelier se présenta et cita abondamment Rousseau et son contrat social. Je cite « Il est sans doute permis à tous les citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, mais il ne doit pas être permis aux citoyens de la même profession et du même État de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Car il n'y a plus de corporation ni de société, il n'y a plus d'intérêts communs, il n'y a plus que des intérêts individuels et l'intérêt général de la chose publique. » Robespierre ne moufta pas, la presse non plus. Ce fut le triomphe posthume de Turgot, décédé en 1781. Et ça justifiera l'interdiction des syndicats pendant 100 ans encore. On avait remplacé l'économie morale par l'économie de marché. L'ouvrier désormais serait soumis aux exigences de l'État et de sa police. Chaque contrat de travail serait signé individuellement entre un ouvrier et un employeur qui, en termes civiques, étaient égaux. Libéralisme pour les marchands contre la sujétion pour l'ouvrier, désormais soumis à un pouvoir sur lequel il n'avait plus aucune prise. Le monde du travail venait de sombrer dans l'horreur pour plus d'un siècle. Les révolutionnaires étaient contents. Mirabeau écrit « L'État ne peut empêcher quiconque d'exercer le métier qu'il veut. Les corporations sont contraires à la justice naturelle, à l'humanité et aux principes fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen. » Conséquence. D'un côté, on avait des individus poursuivant chacun leurs intérêts propres, et de l'autre, un État mandaté par le peuple souverain, vaste plaisanterie, et représentant l'intérêt général. Le modèle ne comprenait plus aucun intermédiaire. Merci Jean-Jacques Rousseau. Conclusion. L'ancien processus de sélection s'était effacé devant la marchandisation. Désormais, l'argent serait le seul et unique prix de la maîtrise. Le nouveau système relevait de l'économie de marché et non plus de l'économie morale. L'ouvrier serait tenu désormais de s'incliner non plus devant l'autorité morale du maître, mais devant les exigences expresses de l'État et du profit. La police veillait sur le tout. À la campagne, la commune villageoise était morte, la révolution était faite.